Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce lundi 6 mars. On consacre cette émission au Bitcoin. Le mois de janvier était très haussier, nous sommes passés des 17 aux 25 000 $. Le mois de février était complètement neutre et nous entamons ce mois de mars dans le rouge. D'ailleurs, on voit que sur le weekly, on a une légère divergence qui est en train de s'opérer et qui est presque confirmée. Donc, à quoi s'attendre dans un mois, 2 mois, à quoi s'attendre dans 6 mois? Cette année 2023 nous réserve-t-elle des surprises? On va aller voir en parallèle la carte des liquidités. On enchaînera avec cet indicateur long terme que je trouve génialissime. On a la chance avec la blockchain, notamment le Bitcoin et son protocole, qui est complètement transparent, de savoir combien de wallets, de portefeuilles détiennent du Bitcoin, combien de Bitcoin il y a sur chaque portefeuille, et puis également depuis combien de temps est-ce qu'ils n'ont pas été transférés. En fait, toutes ces données sont transparentes, donc ça peut nous aider à prendre des décisions, ou du moins appuyer nos décisions, effectivement, d'investissement. Voilà pour ça, on va regarder le contexte global grosso modo sur le Bitcoin comme on le fait les lundis. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Avant de passer sur le Bitcoin, je voulais faire une petite partie sur le SP500, donc la bourse traditionnelle. On a le SP500 qui a énormément retracé depuis finalement le mois de décembre 2021, ce qui colle parfaitement d'ailleurs avec le bear market des cryptos. Tout est quand même un petit peu lié, on s'en est bien rendu compte. Malgré tout, si je positionne le sommet du Bitcoin en 2017 et regardez ici en 2015, je crois que c'est 2015 si je ne dis... Non, c'est 2013, pardon, voilà, je les ai positionnés en off juste avant, je ne me suis pas trompé sur les dates en tout cas. Eh bien, on observe que ça n'a pas été à chaque fois pareil, c'est-à-dire que cette corrélation supposée entre le SP500 et le Bitcoin, on voit qu'elle est plus prononcée dans les phases de bear market, parce qu'il y a moins de particuliers qui s'intéressent au marché, moins de liquidités, et que donc forcément les acteurs professionnels sont plus ou moins, on va dire, influés par le marché traditionnel pour leurs investissements, et donc pour leurs risques. Et c'est pour ça que ce gros crash que l'on voit sur le SP500 a forcément engendré et amplifier probablement le crash du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter, je pense. Maintenant, si on regarde le SP500 quand même sur une période, regardez donc sur un graphique hebdomadaire, je veux dire, nous avons un joli canal baissier qui s'est enclenché. Là, c'était la chute des cryptos, du marché traditionnel, l'augmentation des taux d'intérêt, avec l'immobilier qui commence à dégonfler en cette année 2023 et qui, a priori, devrait continuer de dégonfler dans les années suivantes. Et un marché qui, même si là, on a une jolie reprise qui s'opère, logique après ce crash important de 2022, peut-être qu'on aura quelque chose d'assez temporaire, puisque je suppose qu'en tout cas, les taux d'intérêt n'ont pas fini d'augmenter. Donc c'est possible, par exemple, quand on voit ce graphique du SP500, d'imaginer un retour, par exemple, dans cette zone de prix, vous voyez, qui représente une zone de rechargement de short entre du coup les 4300 et les 4500 points, pour ensuite, pourquoi pas, voir s'opérer un retracement. Et après, à voir si on traduit cela. Donc c'est là, en fait, c'est toujours la question qu'on se pose quand on a ce genre de choses à l'écran. Est-ce qu'on va traduire ça par un M et une cassure de ce point-là? Quand on regarde le graphique très long terme du SP500, je vous montre ici en mensuel, et qu'on voit cette montée qui est quand même assez exponentielle, on doit le dire, on doit le remarquer. Vous voyez, on peut supposer quand même qu'un gros retracement peut s'opérer et qu'en fait, ce que l'on a eu à l'écran là, c'est peut-être pas encore suffisant. Donc je pencherai sur le M, ici, voilà, en termes de spéculation, j'aurais tendance à penser que ce genre de scénario pourrait se produire. D'autant plus que là, ça sent un petit peu mauvais sur le long terme, sur le SP500, regardez, cette divergence qui s'est dessinée. Et elle est extrêmement importante, puisque là, le sommet est quand même beaucoup plus haut que lorsque nous étions en décembre 2017. Et cette énorme divergence long terme sur le SP500 pourrait, à minima, je pense, traduire ce genre de M, vous voyez, avec une cassure derrière qui pourrait s'opérer vers le bas et un retour dans cette zone de prix qui semble tout à fait pertinent. Et ça, c'est intéressant de le noter sur ce graphique. Maintenant, ça ne veut pas dire que les cryptos vont forcément aller chercher des niveaux extrêmement bas, mais ça peut traduire un bull market finalement pas si important que ça.
déjà que le Bitcoin est de moins en moins volatile et qu'à chaque fois il fait des performances de moins en moins importantes, si en plus effectivement on a par exemple en 2023 le SP500 qui remonte vers les 4500 points pour se traduire derrière par un M, ici par exemple, vous voyez la temporalité elle est pas trop mal sur mon schéma. Vous voyez que j'ai fait à peu près 2 arcs sur une temporalité similaire, donc on pourrait imaginer une cassure par exemple en septembre-juillet 2024. Derrière, est-ce que ça sera le bottom ou pas, on n'en sait rien, mais peut-être qu'il sera plus très loin sur le SP500. Mais malgré tout, ça pourrait traduire, pourquoi pas, parce qu'on sait que c'est la période de halving et de prochains cycles sur le marché des cryptos, ça pourrait traduire un marché aussi un peu moins important. Et donc, dans ce cas-là, privilégier les targets, donc des 80 à 100 000 dollars peut-être, sera pertinent, mais il faudra bien sûr suivre ça avec attention et voir ce que nous fait et ce que nous dessine le SP500 à ce moment-là. Et voir le contexte dans lequel nous sommes. Est-ce que le Bitcoin pourra peut-être un jour être considéré comme une vraie réserve de valeur à l'image un peu de l'or? C'est la question qu'on se pose, et si c'est le cas, eh bien peut-être qu'on pourra avoir de jolies perspectives en fait dans ce marché. Bon, c'était une aparté rapide sur le SP500. Il faut noter quand même que sur le court terme, c'est très intéressant puisqu'on vient de casser cette ligne et qu'on l'a retesté, regardez, à cet endroit-là, et qu'on est en train de rebondir sur cette semaine que nous venons de débuter. Et donc, on peut envisager, pourquoi pas, un SP500 qui se reprend dans les semaines et mois qui viennent, ce qui pourrait traduire un Bitcoin qui continue également sur cette lancée, tout simplement, que nous avons entamé. Donc, alors, on visualise ce graphique long terme sur le Bitcoin. On va préférer même le regarder en mensuel, comme ceci. Je suis en logarithmique. On a une sorte d'arc de cercle qui se dessine vraiment proprement à chaque fois. On vient chercher une jolie zone de support. On a la même chose donc pour la zone de résistance. Mais vous voyez, il y a des gens qui font ce travail à votre place en fait. Et sur Look into Bitcoin, vous avez exactement ce graphique, le même, mais avec simplement d'autres lignes qui ont été calculées avec des données fondamentales du Bitcoin et qui vous permettent, enfin en tout cas, qui permettent pour certaines d'entre elles d'identifier plus ou moins bien le sommet et le bottom. On voit que c'est plutôt pas mal et que là, on n'est pas loin du bottom et que donc sur la perspective long terme, on semble être sur des prix intéressants, sauf catastrophe, tout simplement. C'est un peu ce que nous dit ce graphique. Je vais aller voir maintenant le Bitcoin sur le weekly et on va regarder les niveaux de support de résistance pour cette année 2023 qu'on peut traduire, regardez, entre maintenant et voilà le mois de décembre qui se positionne par ici. Donc en termes de temporalité, c'est ça, donc 2023, c'est vraiment très court sur ce graphique. On peut espérer bien sûr ce point des 28 000, c'est la première résistance si on vient casser ce niveau des 25. Et au-dessus, on a, regardez, si on se met un Fibo comme ça qui récupère la chute de 2022, eh bien les 48 à 57 qui sont le niveau à privilégier. Et honnêtement, si on y va, je suis convaincu qu'il va falloir absolument que je me sépare d'un minima de 50% des cryptos que j'ai. Parce que certes, je n'aime pas jongler sur mes cryptos entre les cycles, mais malgré tout, une hausse aussi importante avant finalement le halving pourrait se traduire par quelque chose d'assez négatif par la suite. Donc je pourrais pourquoi pas prendre ce risque de me séparer de 50% de mes cryptos si on revient dans cette zone avant 2024 et bien avant le halving. À ce moment-là, je me dirais, là, on est peut-être dans une période d'euphorie qui pourrait se traduire par une chute, un peu comme ce qu'on a vu en 2018. Maintenant, c'est pas du tout sûr que ça se produise et un Bitcoin qui ne fait rien pendant toute cette année 2023, c'est aussi envisageable avec seulement une reprise qui s'opère peut-être plus tard ou pas. On ne sait pas ce qui pourrait se passer, ce que nous réserve ce halving. Est-ce qu'on va faire... C'est aussi un scénario qui se produit souvent, une hausse flagrante du Bitcoin par exemple, 2-3 mois avant le halving, donc tout le monde s'affole, c'est-à-dire que tout le monde se renseigne là-dessus, commence à se dire mais oui c'est vrai, le halving du Bitcoin c'est un événement qui est une fois tous les 4 ans, il faut absolument que j'investisse maintenant, c'est à chaque fois des bons moments pour investir donc, et à ce moment-là on voit le prix qui s'envole, donc par exemple jusqu'aux 50 000, je dis n'importe quoi, et juste après le halving, bing, le retour sur une zone vraiment inférieure, vous voyez, ça s'est pas trop déroulé comme ça finalement en 2020, mais c'était la crainte que j'avais. Par contre, si vous regardez le halving précédent, là par contre, effectivement, ça s'est déroulé comme ça. Vous voyez cette hausse pré-halving et cette chute post-halving, avec une chute ici qui s'est déroulée, regardez, à hauteur de moins 30% quand même après le halving. Donc les niveaux de résistance, on a les 28 aux 30 000 qui semblent évidents, et ensuite en dessus, je vous les ai notés tout à l'heure, avec le Fibo,
D'abord les 38,2 sur les 36 000 et ensuite les 48 aux 57 000. On a plusieurs niveaux qu'on va étudier ensemble. On voit que les 0,5 sont également pertinents. J'avais mis d'ailleurs cette ligne pointillée dessus. Donc ça, c'est plein de niveaux qu'on va étudier au fur et à mesure si jamais le Bitcoin décide de grimper dans cette année 2023. Maintenant, au niveau des points de support, effectivement, on a ce point des 14 000 qui nous fait toujours de l'œil, et pourquoi pas un peu en dessous. En fait, en réalité, c'est les 13 008 le point le plus pertinent. On le voit sur les liquidités, puisque c'est en dessous de toutes ces liquidités. Maintenant, il n'y a rien de sûr là-dessus. On va pas forcément venir les chercher, ces liquidités, mais c'est la question qu'on se pose. Voilà pour le Bitcoin. Je vais parler rapidement des indicateurs long terme, avant de terminer avec l'analyse daily, un peu plus court terme sur le Bitcoin. Alors ici, ça résonne en pourcentage, c'est ça que j'aime bien, et vous avez du coup un code couleur. Et on a donc, regardez ici, environ 13% des bitcoins qui existent, qui sont possédés, alors c'est plutôt 14, qui sont possédés en tout cas qui sont sur un wallet depuis plus que 10 ans. Évidemment, ça prend en compte les bitcoins qui sont perdus, qui n'ont jamais été retrouvés, bien sûr. Il y a 6% des bitcoins qui sont sur des wallets bloqués depuis 7 à 10 ans, vous voyez. Et puis ensuite, plus vous descendez, plus vous voyez les périodes de temps courts, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin ici. Vous voyez qu'il y a environ 1% des personnes qui possèdent, enfin en tout cas, des bitcoins depuis moins de 24 heures. Donc c'est assez intéressant. Et je pense que d'ailleurs ce petit graphique, cette petite zone des 24 heures peut être pertinente pour repérer les périodes d'euphorie, etc. Mais plus sur le court terme. Ça ne va pas vous donner d'indication sur le long terme. Ce qui va nous intéresser pour le long terme ici, c'est plus, regardez ce que l'on a ici, sur les sommets. Donc là c'était le Bitcoin sur les 20 000 $ en décembre 2017. Eh bien, on peut voir qu'il y avait 50% des bitcoins environ, regardez à gauche, si vous faites la ligne horizontale, vous voyez 50% qui étaient possédés depuis moins de 6 mois. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Ça veut dire que grosso modo, vous avez approximativement donc la moitié des bitcoins qui ont été achetés finalement les 6 mois qui précèdent le top. Donc en gros, pendant la période d'euphorie, la période où finalement le Bitcoin est trop cher, puisque par la suite il chute et il atteint des points beaucoup plus faibles. Et donc évidemment, c'est pour ça que la majorité perd. Parce que là, vous voyez que 50% des Bitcoins ont été échangés, ont changé de wallet pendant cette phase où finalement, c'était le pire moment pour investir. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, on retourne sur une zone assez neutre. On voit que la quantité de Bitcoin possédée par les wallets depuis moins de 6 mois ne fait que diminuer. Et on se rend compte que le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'est aussi le moment où les personnes n'en achètent pas, puisque c'est le moment où il y a le moins d'échanges, où les personnes gardent leur Bitcoin, il n'y a personne qui en achète, donc il n'y a pas beaucoup de transferts, pas beaucoup d'activité sur le protocole. Et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, puisque finalement depuis ce sommet de 2021, on voit ce manque d'activité, on voit que le nombre de wallets qui possèdent du Bitcoin depuis plus de 6 mois fait toujours que diminuer, malgré ce début d'année 2023. Regardez ici, je suis le 2 mars 2023, on est toujours sur quelque chose qui continue de descendre. J'aurais donc tendance à penser qu'on est toujours, malgré cette petite hausse de début 2023, sur le long terme en tout cas, on est toujours sur un niveau très intéressant pour investir dans le Bitcoin. Donc voilà, on regardera cet indicateur au fur et à mesure du temps, et quand on verra quelque chose qui monte au niveau des wallets qui possèdent du Bitcoin depuis 6 mois ou moins, on se posera des questions. Je retourne maintenant sur un autre indicateur long terme, notamment le MVRV ratio. On est, regardez ici, sur les 0,25. On est repassé au-dessus de la barre de 0. Et en fait, vous voyez que lorsqu'on vient atteindre cette zone bleue en bas, nous sommes généralement sur des bottoms. Ici, notamment en 2015, c'était le bottom du Bitcoin. Ici, en 2018, c'était le bottom. La crash Covid, pareil, on l'a atteint. C'était un point très intéressant pour acheter. Et nous l'avons réintégré l'année dernière au mois de juin. Nous avons dessiné, pareil, un point bas à peu près similaire aux fois précédentes, c'est-à-dire moins 0,35. Grosso modo, c'est un calcul qui permet de connaître la valeur intrinsèque du Bitcoin, et ça peut vous donner par rapport aussi, en fait on prend en compte la valeur du Bitcoin au moment où il a été envoyé d'un wallet à un autre, au lieu de prendre en compte sa valeur actuelle. Ce qui va nous permettre de voir si le Bitcoin est surcoté ou sous-coté. Je le réexpliquerai dans d'autres émissions pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais c'est vraiment très intéressant. Et grosso modo, quand on avait un Bitcoin qui était surcoté d'un facteur 7, effectivement, on se rendait compte qu'on n'était pas loin d'un top. Regardez, on avait même réintégré cette zone rouge qu'ils ont probablement mis un peu de façon aléatoire en fonction de ce qui s'est passé avant, mais qui montre bien que là, nous étions sur un point très important et que c'était plutôt une zone de vente. Et là, en ce moment, c'est plutôt une zone d'achat. Voilà, c'est ce que nous donne cet indicateur comme information. Je termine maintenant avec l'analyse court terme.
On observe ce range joliment dessiné, on aime bien essayer de tenter des trades ensemble, on en a ouvert un ici, puisque c'était cet ancien sommet, je me suis dit que c'était un fort point de résistance. Écoute, ça a été le cas, on est revenu, en plus on est venu chercher notre take profit ici de façon très précise, c'était vraiment fabuleux. Je pense pas que, comme je le disais, je referai pas forcément de beaux trades comme celui-ci à chaque fois, mais celui-là j'avoue qu'il était vraiment parfait. Maintenant on est sur cette ligne de résistance. On peut s'attendre à plusieurs choses, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance, quand je vois ça, si je connaissais pas l'historique du graphique et que j'avais que ça à l'écran, je me dirais voilà, on jongle entre la borne haute et la borne basse et la borne haute, je m'attendrais peut-être à ce qu'on revienne chercher cette zone-là, c'est-à-dire des 18 500. Malgré tout, le contexte actuel, avec surtout la temporalité et l'année 2022 hyper bearish qu'on a eu, eh bien j'aurais tendance à penser que peut-être on aimerait venir casser cette zone-là. D'autant que ce que l'on voit sur les liquidités, ça nous donne cette information pertinente. Du coup, moi j'ai pas envie, là si je devais faire des trades sur ce graphique, je n'ouvrirai pas de short si on venait rapidement retester cette zone-là. Parce qu'on vient la chercher une fois, deux fois, trois fois. Généralement, 3 fois, c'est le chiffre où on se dit, voilà, il faut commencer à se méfier, il y a de fortes chances pour que ça casse. Plus on vient chercher une zone et plus elle a de chances de céder. Puisque forcément, là, il y a des gens qui vendent du Bitcoin à chaque fois, mais quand plus personne n'aura de Bitcoin à vendre à cet endroit-là, on pourra plus faire, le prix ne pourra plus être bloqué sur ce niveau-là, et on va casser cette zone de résistance par le haut. Et ensuite, ça pourra, pourquoi pas, devenir un support. Et là, à ce moment-là, on pourra jouer, pourquoi pas, un trade pour aller chercher les 28 000, si ça se produit. Maintenant, je me réserve toujours la possibilité d'avoir un marché qui continue de chuter. C'est pas ce que je privilégie dans l'immédiat, mais clairement, on a des très très bonnes zones pour ouvrir des trades à la hausse dans cette zone de prix, vous voyez. Donc cette partie basse, si je reprends un Fibo qui récupère toute cette hausse, donc situé, on va dire, entre les 19 200 et cette ligne de support ultime, les 18 400, c'est la zone parfaite pour ouvrir un long ici. En cas de panic sell, vous voyez, là vous avez une zone de trade vraiment parfaite. Mais je doute que ça se produise prochainement. Voilà, donc j'ai fini pour l'émission du jour. J'aurais probablement voulu mieux expliquer ou réenregistrer des parties, mais j'ai pas du tout le temps aujourd'hui. Donc je vais devoir clôturer l'émission ici. J'espère que quand même ça vous a plu. Pensez à l'abonnement, au like si c'est le cas. Moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao tout le monde.